Bonjour, Bonjour. bonjour Yasmine, bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast qui est je dirais un espace à la fois d'échange, de mieux faire connaissance et surtout de faire une réflexion sur, votre parcours, ses héritages et votre rôle en tant que à la fois femme, mais en même temps en tant que chercheur, en tant que je crois que vous êtes la première femme à diriger aujourd'hui l'Institut Pasteur et pour nous, hein, lorsqu'on l'avait appris, c'était un grand honneur. On avait tous l'impression d'être directeur de l'Institut Pasteur. Donc il faut le savoir, on a tous une partie de la fonction que vous occupez. Donc c'est une très lourde responsabilité. Et bien évidemment, on va essayer de parler ensemble pour cette heure de science, d'identité, de transmission, mais surtout peut-être de ces liens invisibles qui nous unissent tous en tant qu'humanité, avec nos spécificités, notre histoire à chacun. Et donc, tout de suite, j'aimerais vous poser une question en sachant que vous avez grandi à Alger. Alger, cette ville magnifique, hein, vous n'allez pas me contredire. Alger la Blanche, cette ville qui vous a vu donc grandir. Est-ce que vous pourriez nous donner je dirais, quelques souvenirs? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette ville, quand vous étiez tout enfant? Est-ce que vous pourriez nous décrire, ces souvenirs, ce qui vous a marqué le plus de cette ville d'Alger, de ce que vous avez vécu? Alors, quand je pense à Alger, comme nous tous, on pense à cette lumière absolument extraordinaire, cette beauté de cette ville hein, qui s'engouffre dans la mer, La la luminosité, luminosité, la relation avec la mer, la gentillesse des gens, la vie, l'énergie de cette ville. Quand je pense à Alger, je pense à du mouvement, à de la force, à de la beauté. et quel est votre souvenir, je dirais à vous, intime, particulier, que vous pourriez à chaque instant, quand vous avez un souvenir d'Alger, qu'est-ce qui revient en mémoire? Il y a des souvenirs de mon enfance ou d'Alger en général. Moi, je me rappelle aussi de me promener dans les forêts autour d'Alger. D'être en famille dans les forêts d'Alger, de faire des pique-niques avec ma famille, de marcher avec mon père, qui me parlait de la nature, mais de cueillir des cyclamènes. Alger, pour moi, c'est de penser à une nature magnifique, à cette famille, à cette chaleur. Euh, j'ai vraiment de très, très beaux souvenirs de cette ville et de ce pays. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avocat et je reçois un Allemand qui vient, à mon cabinet, très tôt et qui m'expose un problème, au moment où je le raccompagne à la porte, j'ai d'un coup un problème en lui disant: «Mais vous êtes arrivé, vous repartez quand? Vous repartez aujourd'hui?» Il me dit: «Non, je passe la nuit ici parce que j'ai pas de ligne directe pour retourner vers l'Allemagne» et en fait, je l'invite à dîner le soir et quand, je le rejoins le soir, dans un restaurant, il me dit: «Vous savez, j'étais dans votre cabinet, il faisait très beau, c'était le printemps et il s'est proposé de descendre, il va à l'hôtel de El Jazaïr, il pose ses affaires et il descend vers la Grande Poste et il marche, il descend, il marche, arrivé à la rue des Douches-Mourad, il se regarde dans une vitrine d'un magasin et il se voit marcher et il voit autour de lui, il est 10 heures du matin, les Algériens qui sont autour de lui marche de manière très flegmatique, détendue, et cetera. Et lui, il se voit co il me dit: «J'étais un pantin, je marchais très vite, l'allemand, toujours pressé, et cetera» et je me dis: «Mais mince, il faut que je marche comme eux» et il se met à marcher à la lenteur des piétons qui étaient autour de lui. Il arrive devant la grande poste, donc il a dû faire, 500 mètres ou 1 kilomètre. Il me dit: «J'ai été baigné par une sérénité. C'est là où j'ai compris que la vie, il fallait quand même la vivre dans cet Alger avec cette luminosité» et ça m'avait marqué parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui qui sommes parisiens, on est toujours pressés, on a toujours cette hantise du temps, alors que quand on est là-bas, le temps, il a une autre signification. Vous avez cette, sensation ou? Oui, et j'ai aussi ces souvenirs aussi. En tout cas, Alger, c'est une ville qu'on vit très physiquement. On est tout le temps dans cette ville, on est tout le temps exposé à des choses, on est dans la ville. On ne passe pas par la ville. Pour moi, les matins en Algérie, de pouvoir voir ces levées de soleil tous les matins qui explosent de couleurs,
c'était des tableaux vivants tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je me lassais jamais de cette beauté perpétuelle. Et il y a une relation très particulière des Algérois avec leur ville, C'est vrai. et une relation très physique avec cette ville. C'est vrai qu'elle nous imprègne, il y a voilà, oui, je suis tout à fait d'accord. Et que Paris, des fois, parfois, on passe par Paris, alors qu'à Alger, on est dans la ville. Elle nous imprègne. Oui. Alors, vous avez vécu aux États-Unis, dans beaucoup de laboratoires, vous avez fait des recherches, etc. Et en pensant à Alger, on a parlé de cette beauté, de cette luminosité, mais est-ce que vous avez en même temps peut-être une odeur, un plat, une chanson? Qu'est-ce qui, dans un laboratoire, alors je vous Dans un imagine laboratoire. en train de regarder dans un microscope, excusez-moi, mais avec votre blouse blanche un peu sévère, et à un moment donné, vous avez envie de vous évader, et si vous pensez à Alger, voilà, est-ce que vous avez, moi ça m'arrive, hein, je vous dirai peut-être ce que moi je ressens souvent, mais est-ce qu'il y a des odeurs particulières? Est-ce qu'il y a une musique? Est-ce qu'il y a quelque chose Ben qui, moi, il y a le musclil et puis il y a la menthe. Ça, c'est des odeurs pour moi, ou le jasmin. C'est des odeurs pour moi d'Alger. Oui, ça, c'est des odeurs très profondes qui marquent mon enfance, les étés d'Alger. et vous y Ah pensez, oui, ah oui. Et quand je repensais à ces odeurs, il y a quelque chose qui se calme en moi. bon, ben, tant mieux. Et en fait, je crois qu'on a tous ceux qui ont vécu en Algérie, alors pas uniquement les Algérois, moi j'ai vu des étrangers, hein, quand ils vont à Alger, ils sont marqués de manière indélébile Oui, à cette ville, à ce pays et, et à ces gens. et à ces gens, notamment parce que vous avez parlé tout à l'heure de la gentillesse. Oui. C'est vrai que on est marqué dès l'arrivée à l'aéroport de cette gentillesse. Je vais vous raconter une autre anecdote. J'étais avocat de formation et j'avais relevé un défi en 2015. J'avais organisé une réunion d'avocats du barreau de Paris à Alger, avec le barreau d'Alger. Et en fait, il y avait le bâtonnier de Paris qui s'était déplacé, etc. Et avec deux consoeurs parisiennes, et avec ma fille, qui est avocate aussi, ils sont descendus, ils ont été déjeuner au port d'Alger. Mhm. Et à un moment donné, le bâtonnier se rappelle qu'il a quand même des obligations, il doit revenir à l'hôtel pour faire un discours, et donc il saute dans un taxi pour aller à l'hôtel. Et il y a une circulation, ils vont rester du port d'Alger jusqu'à l'hôtel Horaci, presque 1 heure. Et en même temps, le chauffeur de taxi s'aperçoit qu'il est bâtonnier de Paris, etc. Et quand il arrive devant l'hôtel, le bâtonnier lui dit: «Combien je vous dois?» Et lui dit: «Tu me dois rien du tout. Vive l'Algérie et tu es l'invité de notre pays.» Et il est étonné. Il vient me voir en me disant: «Mais Shams, tu trouves normal que, voilà, le chauffeur taxi qui est resté pratiquement 1 heure avec nous et quand il a appris que j'étais bâtonnier, que je devenais l'invité de l'Algérie.» Est-ce que vous trouvez ça anormal ou est-ce que c'est, je dirais, la particularité de l'Algérien? Ah, mais c'est tout à fait normal. Alors c'est exactement, c'est ça, c'est cette gentillesse, cette générosité, quelqu'un qui va faire quelque chose d'extraordinaire et qui va vous le donner. Quand on arrive en Algérie, c'est hallucinant. Moi, je suis revenue récemment, et de me réimprégner dans cette gentillesse, cette générosité, c'était quelque chose de très magique. Et c'est vraiment la culture algérienne. Générosité, gentillesse, accueil, Disponibilité, disponibilité. c'est vrai. Oui. Alors, on va un peu parler de votre parcours, et là aussi, je vais renouer avec l'Algérie puisque vous avez, je dirais, sur la transmission qui est sacrée, je dirais, dans nos Mhm. traditions. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une scientifique? Qu'est-ce qui vous a poussé à, à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, une femme qui montre que, en tant que en tant que femme, vous avez accès à des postes qui étaient à l'époque réservés à des hommes. Et qu'est-ce que vraiment, avec cette notion de transmission, je sais que Mhm. vous étiez très famille. Alors, est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est éventuellement un enseignant, un instituteur, un voisin? Qu'est-ce qui vous a Bah, c'est poussé? d'abord ma famille. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'être avec une famille, d'abord de femmes fortes. Ma grand-mère algérienne qui était extrêmement forte, qui avait élevé ses enfants toute seule à un moment, qui elle aussi n'avait pas pu aller à l'école, qui était mariée très jeune, mais qui avait ce désir de faire passer la connaissance notamment à ses filles.
Elle voulait vraiment que ses filles, en fait, fassent des études. Et quand elle a pu vraiment, ses filles vraiment ont fait des études. Donc cette femme qui avait vraiment compris cette importance des études pour les femmes. Ma grand-mère française était pharmacienne, donc elle avait fait aussi de la recherche. Et puis j'ai eu un père aussi qui avait un respect immense pour la connaissance et la recherche. Et toute petite, je me rappelle, en fait, il était tout le temps en train de me dire: «Pose-moi toutes les questions que tu veux. Tu peux me poser n'importe quelle question». Et en fait, nos relations étaient des questions. Donc j'ai été beaucoup éduquée par la question. C'est-à-dire que je posais une question, il me répondait. Vous avez quel âge à ce Ça, moment-là? ça a commencé toute Toute petite. petite. Et pour moi, cette idée d'une éducation au travers de la question, au lieu de recevoir l'éducation de façon passive, mais d'être la personne qui questionne et d'être vraiment dans un dialogue, pour moi, ça a une influence immense sur ma façon d'apprendre, mais aussi ma façon de transmettre. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris de ces gens merveilleux autour de moi, qui aussi m'ont beaucoup aidé parce qu'ils croyaient bien sûr au pouvoir de la recherche, de la connaissance. Euh, Dans ma famille, l'éducation et la connaissance avaient une place très particulière. C'était quelque chose de sacré. On peut parler de la relation que vous avez avec votre papa, vous en parlez. Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Qui était-il? Alors mon père était, comme beaucoup d'Algériens à l'époque, avait très jeune, était rentré justement pour se battre contre la colonisation et en fait avait passé une grande partie de sa jeunesse euh, dans ces mouvements de lutte, donc passé énormément de temps en prison, comme beaucoup de gens. Mais il était avant tout quelqu'un qui avait un amour très très profond pour son pays et qui avait ce désir de travailler sur ce sens de dignité humaine. Il était, pour lui, la dignité de son pays, la dignité du futur de son pays était vraiment sa mission centrale. Donc mon père était quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie, justement, pour travailler pour ce pays dans différentes fonctions politiques. Et puis, à un moment de sa carrière, s'est retiré de ce monde pour travailler sur des coalitions démocratiques. Et, il a payé de sa vie. On a l'impression que les hommes politiques ou les femmes politiques, généralement, ils sacrifient leur vie de famille pour des carrières, et cetera. Mais là, la manière dont vous parlez de lui, qui s'intéresse à vous, qui vous laisse poser toutes les questions possibles et imaginables, donc apparemment, ce n'était pas son cas. J'ai l'impression qu'il était très Non, famille. mon père travaillait énormément, mais le temps qu'il passait avec nous était toujours magique. Il avait cette capacité à être vraiment là lorsqu'il était là. Alors, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Mais lorsqu'il était avec nous et qu'il voyait tout d'un coup une lune qui s'allumait quelque part, il allait nous prendre, allez, va regarder la lune, allez, on regarde regarde cette orange. Il avait cette côté de rajouter de la magie dans tout ce qu'on faisait. Donc les moments qu'on passait avec lui, ce n'étaient pas des moments ordinaires. C'était des moments qui étaient intenses, qui étaient vivants. Et ils n'étaient peut-être pas fréquents, mais ils étaient tellement puissants que j'ai jamais eu le sentiment qu'il nous abandonnait ou qu'il n'était pas là. En tout cas, je peux vous porter un témoignage, puisque j'ai connu personnellement votre papa, que Dieu ait son âme, et je peux vous dire que c'était un homme très respecté. Moi, j'étais en admiration devant lui. Il était un peu plus âgé que moi et je considérais à l'époque, jeune, qui venait à la vie, je venais de terminer mes études et il était à ce moment-là ministre de l'Habitat et j'ai considéré que c'était l'exemple à suivre. L'exemple à suivre parce que, à la fois on sentait, ce que vous dites, hein, cet amour de la patrie et en même temps cet engagement, cette conviction et il donnait l'exemple. C'est-à-dire que Mmh. c'était un homme politique qui, dans tous ses gestes, dans le regard qu'il avait pour les générations plus jeunes, moi, Mmh. combien de fois il s'était adressé à moi comme un grand frère s'adresse Mmh. à un jeune qui venait d'entamer une carrière professionnelle et je trouve que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes installée, vous êtes directrice de l'Institut Pasteur et qu'est-ce que vous pourriez, si vous adresser à des enfants, quels qu'ils soient, quel serait, je dirais, le premier conseil que vous leur donnerez sur ce qu'ils doivent faire? Quel est le sens de la vie qu'ils doivent avoir? Voilà. Comment vous adressez
comment vous allez vous adresser, je dirais, à ces jeunes pour qui vous êtes vous-même un symbole, un exemple, vous en êtes consciente et voilà, donc vous savez pertinemment que ce que vous allez dire pour ces jeunes générations, ça va être écouté, ça va être commenté et peut-être suivi. Alors, c'est tellement de donner un conseil à qui que ce soit, c'est tellement difficile. Mais par contre, d'avoir une vie qui est engagée, de se battre pour des valeurs, d'avoir une vie qui est alignée avec ces valeurs, d'être au service de l'autre, de construire et de laisser derrière des choses qui servent à la communauté. C'est le sens d'une vie. C'est en fait de comprendre que notre vie n'a aucun sens si elle n'est pas pour les autres et que l'on doit construire pour la communauté. Pour moi, pour mon sens, je trouve que le sens d'une vie, c'est ce que l'on laisse derrière pour les autres. Et que tout ce que l'on fait, qu'à la fin de sa vie, qu'on se soit engagé vers quelque chose, qu'on ait essayé de défendre des valeurs, protéger des choses, construire. Donc c'est pas, pour moi, le sens de vie, c'est vraiment ce que l'on donne. Alors il y a une expression en arabe qui parle de la science et qui dit « l'ilm nour ». Donc la science est vraiment une lumière. Alors aujourd'hui, face à toutes les thèses complotistes, les discours anti-science, on voit maintenant une résurgence de ce type d'action qui est menée un peu partout dans le monde. Ce n'est pas spécifique à un pays. Comment vous réagissez à cela? C'est très effrayant parce que la science ou les scientifiques sont des gardiens. En fait, leur rôle, ils sont d'être au service d'une société, d'observer, de quantifier et de donner des solutions à des problèmes de société. Donc, c'est vraiment le rôle d'un scientifique, c'est d'être un éclaireur, d'être de la science, d'être une lumière. Et on est vraiment au service. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'un scientifique est. Il est là pour répondre aux besoins d'une société et trouver une solution. Et c'est tellement triste, en fait, qu'une fonction qui est tellement au service de l'autre ait été oubliée pour son rôle. Les scientifiques n'ont pas d'agenda. Ils sont vraiment là pour comprendre, aider. Donc, c'est vraiment des exploreurs qui sont là au service. Donc, je trouve ça extrêmement triste. Et je pense que cette vision d'une science néfaste, d'une science malfaisante ou même menteuse, est tellement à l'inverse de tout ce qui emmène ces gens dans la science. Les gens de la science sont vraiment, et j'ai passé toute ma vie avec des scientifiques, ce sont des belles personnes. C'est des gens, en fait, qui veulent comprendre, qui veulent pousser la connaissance au plus haut niveau, qui veulent se mettre au service de la connaissance. Donc, les scientifiques sont des gens qui sont animés d'un sentiment de communauté, de compréhension. Donc, c'est tellement triste pour moi que l'image, la déviation de cette image soit si loin de la réalité de ce qu'est une culture scientifique. Être un scientifique, c'est développer une capacité de voir les choses avec objectivité. Voir les choses avec objectivité est une chose très difficile. Donc, c'est un exercice. Et la raison pour laquelle ça prend tellement de temps pour devenir un scientifique, c'est qu'il faut apprendre à casser ses biais. Il faut être capable de voir la chose pour ce qu'elle est. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques sont des gens c'est très long comme formation pour être vraiment capable. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir, parce qu'on arrive à sortir des conditionnements. Donc, c'est vraiment des fonctions importantes pour la société, nécessaires pour prendre des décisions, nécessaires pour rester objectif. Et de voir, par exemple, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où on est en train de détruire un système de recherche complet, c'est effrayant pour ce que peut devenir une société. Vous pourriez préciser ce point, parce que bon, j'aimerais que les personnes qui vont regarder ce podcast comprennent les enjeux, notamment aux États-Unis, cette destruction de la recherche, pourquoi, dans quel but, alors que les États-Unis ont toujours été, je dirais, les précurseurs dans le domaine de la recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, aux États-Unis, il y a eu une culture de science et d'innovation très puissante. Et d'ailleurs, depuis, ça a été en fait le système qui a généré en fait tout cet écosystème s'est passé dans les années 40. Et il y a eu en fait un exercice de comprendre comment on pouvait faire une recherche qui était puissante. Et ils avaient vraiment décidé à l'époque de créer une structure dans laquelle on investissait sur la recherche fondamentale de très haut niveau pour les garçons et les filles à l'époque déjà, et avec un système justement très puissant. Et depuis, les États-Unis bénéficient et sont devenus la plus grosse système de recherche au monde. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, enfin même moins de 2 mois,
l'administration américaine d'aujourd'hui a décidé de détruire ce système de recherche, d'abord en limitant certains types de recherche. Par exemple, ils ont décidé qu'on ne travaillerait plus ou très peu sur les maladies infectieuses ou les vaccins, ou que la recherche qui se faisait justement dans des pays à haut niveau économique ne se ferait plus non plus. Ils ont décidé aussi d'arrêter l'aide, une aide fondamentale, comme par exemple, il y avait des programmes aux États-Unis qui permettaient de distribuer des antirétroviraux à des gens qui ont le sida, qui vont s'arrêter. Donc des millions de gens risquent de se retrouver à risque à nouveau de mourir du sida. On voit aussi que dans les universités, ils sont en train de diminuer les ressources des universités. Dans des centres de recherche américains du gouvernement, ils sont en train de renvoyer des gens. Aujourd'hui, j'ai appris que des jeunes gens, des personnes qui ont commencé leur laboratoire, vont être en fait renvoyés du gouvernement, juste parce qu'ils peuvent les renvoyer. Donc on est en train de détruire un écosystème de recherche et c'est très dangereux. C'est parce que ce qui se passe aux États-Unis se passe partout. La recherche, c'est une seule chose. Elle n'appartient ni aux États-Unis, ni à la France. Il n'y a pas de frontières. La connaissance, elle appartient à tout le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'amputer une grande partie de la recherche mondiale qui nous appartient collectivement. La connaissance appartient à l'humanité. Et ça, c'est très dangereux. Donc ce qui arrive là-bas aux États-Unis, d'abord peut se produire ailleurs, donc il faut qu'on soit très vigilant. Et ça aura des conséquences sur nous tous. Yasmine Belkaïd, vous avez partagé votre vie entre Alger, entre les États-Unis et la France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter ces pérégrinations que vous avez faites pour atterrir à l'Institut Pasteur? D'abord, j'ai commencé en Algérie, bien sûr. Vous êtes née en Algérie? Je suis née en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'étais à Babzouar, j'ai fait de la biochimie. Et puis, moi, je voulais rester en Algérie. J'ai eu une famille magnifique, j'avais une enfance très heureuse, j'étais absolument fascinée par la beauté de mon pays, j'avais pas du tout envie de partir. Mais hélas, nous avons eu une décennie difficile et une guerre civile qui a en fait fermé. On n'a plus de programme de thèse en Algérie, donc j'ai dû partir. Avec mon frère et ma sœur, on est partis à Paris. Et c'est là où j'ai fait ma thèse en France. Et donc, à l'Institut Pasteur, à l'époque. Et donc, j'ai découvert Paris à l'époque, venant d'Algérie. Les froids parisiens, c'était un petit peu difficile. Le premier hiver à Paris, je pense qu'on s'en rappelle tous. Et puis, je me suis bien entendu habituée et découvert la beauté aussi de cette ville et tout ce qu'elle a apporté. Et puis, je suis partie après, avec mon petit garçon. On est parti à Washington, à la fin de ma thèse, pour faire ce qu'on appelle un postdoctoral fellowship. Après la thèse, donc pour devenir un scientifique, il faut faire une autre type de formation. Il faut rester encore quelques années dans un laboratoire étranger, ce que j'ai fait. Et là, j'ai travaillé donc au NIH à Washington sur les maladies parasitaires. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, peut-être que je pouvais faire ça pour une carrière, peut-être que je pourrais faire ça moi-même et devenir chef de laboratoire. C'était pas très évident à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et dans le département dans lequel j'étais, il n'y avait aucune femme, en fait, qui avait leur propre laboratoire. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour développer la confiance de le faire. Donc, je me suis quand même lancée et j'ai commencé mon laboratoire. Et puis, j'ai passé 30 années aux États-Unis après ça. À Washington. Entre Washington, Cincinnati, et surtout Washington, pour travailler et construire un département, puis ensuite des instituts. Alors, quand on a appris que vous étiez nommé à l'Institut Pasteur, vous étiez encore aux États-Unis. Moi-même, je vous avais contacté, on m'avait dit que vous alliez arriver à Paris dans quelques mois. Comment la décision a été prise? Pourquoi on vous a choisi à vous? Comment ça se passe, la nomination du directeur de l'Institut Pasteur? Alors, c'est un processus long. Donc, on m'a contacté bien avant, il y avait un search committee qui m'a contacté. Mais au début, j'avoue que j'étais un petit peu... Je me disais, est-ce que vraiment, ça me semblait une position un peu complexe à prendre. Et puis, j'étais très bien aux États-Unis à l'époque. J'avais un grand département, mon laboratoire fonctionnait très bien. À Washington à ce moment-là. À Washington. Mais quand même, j'étais intriguée pour plusieurs raisons. Et la première, une des grandes raisons, c'est que ça faisait quelques années que je commençais à me poser des questions sur le futur de la science. Je commençais à avoir des signes précurseurs, l'absence de confiance dans la science, un début de désengagement de la jeunesse dans la recherche, des conditions de plus en plus complexes pour les scientifiques. Et ça faisait quelques années que je me disais, j'aime ce que je fais, tout va très bien pour moi, mais ce système que j'aime tant, il est en danger. Et je me suis dit aussi qu'il était peut-être temps pour moi, qui avait tellement reçu, parce que j'ai vraiment bénéficié de ce monde,
d'essayer de donner et d'essayer de m'investir pour essayer justement d'aider à un système que j'aime tellement, de protection de la jeunesse en recherche, d'être sûr qu'on ait un environnement dans lequel les gens peuvent avoir un futur, qu'on crée des conditions de travail qui soient les plus fair possibles, qu'il y ait vraiment une méritocratie dans la recherche. Donc, je me suis mise dans une situation de... Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aime tellement. Il est temps maintenant que je donne. Et c'est vraiment, ça a été aussi une grande part de cette décision. Et donc, on vous a contacté Donc, on m'a pour... contacté, il y a eu des interviews, il y avait plusieurs candidats. Et puis, voilà, et puis un jour, après plusieurs interviews, un jour, j'ai reçu un coup de fil en me disant, voilà, c'est que j'avais été sélectionnée. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit moment de dire, ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, je me suis dit, bah voilà, il faut sauter maintenant, il faut y aller. Et évidemment, ça fait un petit peu peur, ce genre de décision. Je pense qu'on on l'a tous eu, ces moments un peu de peur. Mais la peur veut dire que c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que c'est important et qu'on le prend sérieusement. Donc, la peur ne veut pas dire qu'on ne va pas sauter. Ça veut dire qu'il veut dire qu'on prend ça avec respect et qu'on se rend compte de la responsabilité qui nous est donnée. Donc, cette maison, elle est fabuleuse. C'est 140 ans d'histoire. C'est l'invention de la vaccinologie. C'est l'invention même de la compréhension du système immunitaire. C'est l'invention de comment on fait une recherche différente, qui est non seulement de la recherche, mais aussi on peut faire des produits de la recherche. Et c'est une maison iconique dans le monde international. C'est la seule maison de recherche dont le nom est connu partout. Donc, il y a l'Institut Pasteur à Alger. Bien sûr. Il y a un lien. Oui. Il y a un lien. Ben, moi, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur d'Alger. En fait, quand j'étais à la fac à Alger, j'ai fait mon stage à l'Institut Pasteur d'Alger. Oui. Alors, bien sûr qu'il y a un lien. Ah oui, il a un lien historique, puisque donc, à l'époque, beaucoup des instituts avaient été installés dans le monde, et notamment dans les pays qui étaient des colonies de la France. Ah, donc c'était du temps de la colonisation. Oui, oui. Ah, donc, Pasteur est un institut privé, donc ce n'était pas l'État français, mais malgré tout, beaucoup de ces pays, en fait, avaient... Et il y a des instituts qui sont dans d'autres pays qui n'étaient pas partie de la colonisation. Il y en a combien dans le monde? 33. 33, oui, d'accord. 33. Bon, moi, je pensais vraiment que c'était après l'indépendance. Oh non, non. D'accord, donc c'était bien avant l'indépendance que l'Institut Pasteur d'Alger a vu le jour. Non. Louis Pasteur était quelqu'un de très intéressant. Donc, c'était un chimiste de formation déjà, qui s'était mis à faire de la biologie et de la microbiologie, ce qui était très rare à l'époque, et qui aussi avait compris que la science était une science qui devait être universelle. Donc, ce qu'il a fait très tôt, c'est qu'il a créé des outposts dans le monde entier. Il a envoyé son petit-neveu en Australie pour combattre les lapins avec des maladies. Et ensuite, il a envoyé des gens à Madagascar, il en a envoyé en Algérie. Et dans chacun de ces organismes, ils ont découvert. Et en fait, c'est l'Institut Pasteur et le Network ont découvert les plus grands microbes qui causent les infections des hommes, en fait. Et c'est vraiment là où les grandes découvertes sur les maladies infectieuses se sont faites. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui que vous êtes en France, quel est votre regard sur la recherche en France? Est-ce qu'elle est en train de suivre ce qui se passe aux États-Unis? Bon, vous avez dit que la recherche était, je dirais, au-delà des frontières, mais aujourd'hui, votre regard sur la recherche en France? Alors, la recherche en France, il y a une formation de très, très haut niveau. Une formation de recherche dans beaucoup de disciplines, et il y a aussi une formation médicale de très haut niveau. Mais un problème en France, c'est que la France a sous-investi dans la recherche. Pour un pays à haut niveau économique, la France est le pays qui investit le moins en recherche fondamentale, sachant que la recherche fondamentale est la base de tout le reste. Donc la France investit par exemple 0,3% de son PNB, comparé à 0,9% en Allemagne. Donc on est un pays, la France est un pays qui, pour une raison étonnante, parce que c'était un pays qui était très dominant dans la recherche fondamentale, a moins investi. Et ça fait que si les choses continuent de cette façon, la France va prendre du recul, de plus en plus de recul par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne. Alors on va sortir un peu du domaine professionnel. Imaginons aujourd'hui, ici à Paris, à Alger, à Washington, à Cincinnati, vous êtes en famille et qu'est-ce que vous aurez envie de manger? Un couscous.
J'allais vous dire, c'est pas très original. Mais quel type de couscous? Ah, bah, celui de Tlemcen quand même. Celui de Tlemcen, d'accord. Et donc, vous verrez comment ce couscous avec qui vous aimeriez être? J'aimerais bien être avec ma grand-mère qui est plus là, j'aimerais bien être avec mon père, j'aimerais être avec, mes enfants, j'aimerais être avec ma mère, mes tantes. J'aimerais en fait me rappeler de ces vendredis, en Algérie où on était tous autour d'une grande table avec plein de gens et qu'il y avait beaucoup de bruit et des rires et Le vendredi étant le dimanche voilà. pour nous, parce qu'effectivement, c'était pour nous le vendredi, le week-end et effectivement, c'était, le déjeuner familial, dans tout Alger, hein. Je me rappelle, également de ces moments à la fois de convivialité, de se retrouver tous ensemble autour, d'une table où en fait c'était, la grand-mère ou la mère qui, nous faisait goûter, des plats, souvent, à la fois avec beaucoup d'odeurs, avec beaucoup de saveurs et donc hem, lorsque, aujourd'hui, à directrice à l'Institut Pasteur, on va être un tout petit peu dans l'intimité, est-ce que vous avez des petits, gestes, qui vous rappellent votre enfance, des petites, manies éventuelles, quand vous pensez à votre grand-père à grand-mère, vous avez parlé de votre papa, mais là, dans le travail que vous faites, vous êtes en train de signer un parapheur, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de très sérieux. Est-ce que, vous vous rappelez comme ça, moi je l'ai, hein, je pourrais vous répondre, mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui vous rappelle tout ce moment-là? Parce que, on a l'impression qu'on a quitté cette période parce qu'à la fois, on est plus jeune, mais en même temps, on a, je dirais, ce décor qui était ce soleil et cetera. Aujourd'hui, on est dans d'autres mondes. Mais moi, j'essaye de m'accrocher à des petites choses qui me rappellent, ma jeunesse. Est-ce que vous avez, vous aussi, ces petites manies ou pas du tout? Ben, est-ce que j'ai j'ai des objets qui m'entourent, j'ai des roses des sables, j'ai des objets dans mon bureau, qui m'aident visuellement à me rappeler. J'ai, des images de Baïa, de ces tableaux de Baïa. Donc il y a des choses dans mon bureau qui sont là pour m'envoyer des petits messages. Mais pour revenir sur cette idée de passer d'un environnement à l'autre, on reste et on garde tout ce qu'on a été. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on laisse jamais rien derrière, en fait. On devient quelque chose d'autre, une espèce de mélange de tout ça. Faut rien abandonner. Et moi, j'ai l'impression que j'ai rien laissé derrière. J'ai en moi l'Algérie, j'ai les États-Unis, j'ai la France, j'ai chaque endroit et chaque personne que j'ai rencontrée. Je trouve que c'est ça qui nous enrichit, c'est d'arriver à vivre à toutes ces choses fabuleuses, un peu paradoxales, et d'en faire quelque chose d'unique, de ne nier rien. Euh, Moi, j'aime bien des fois en fait avoir des moments un peu de paradoxe dans mes cultures, dans ce qui m'entoure, et je trouve que c'est ce qui fait notre force. Vous avez des photos, personnelles, sur votre bureau? J'ai pas beaucoup de photos personnelles sur mon bureau parce que j'ai une photo de ma grand-mère qui était dans un laboratoire, parce que ça quelque part, je sais Ça, que c'est la grand-mère donc qui était ouais, ouais, qui est pharmacienne. pharmacienne. Mais non, parce que c'est vrai que j'ai rarement mis des photos personnelles dans mes endroits de travail. Je trouve que pour moi, c'est aussi quelque chose de très personnel. Donc les photos, Mais je les vous garde chez passez moi. beaucoup de temps dans votre bureau quand Ah oui, je même, passe beaucoup trop voilà de temps, donc beaucoup trop de temps. ça peut-être, mais ça reste quand même, Oui. à la fois, oui, un lieu professionnel, mais alors moi, c'est vrai que j'ai été avocat, donc mon bureau, ça faisait partie un peu de ma personnalité. Donc quand vous entrez dans mon bureau, vous trouvez plein de choses et notamment des photos et donc vous n'avez pas cette, Non, je crois que j'aime bien en fait avoir gardé en fait certaines parties pour moi-même. Ouais. alors, durant cette interview, bien évidemment, je n'ai pas voulu, violer votre intimité, donc je fais très attention. Mais imaginez à un moment donné, et ça serait peut-être la dernière question, vous avez envie de vous retrouver dans un endroit, vous avez traversé plusieurs continents, et là, d'un coup, vous vous retrouvez toute seule. Où aimeriez-vous être? Tarit. Tarit, qui est un endroit magnifique pour ceux qui connaissent pas l'Algérie, et on les invite tous les deux, donc on leur prend la main pour aller visiter ce beau pays, parce qu'effectivement, l'Algérie reste un pays où en fait on a
à la fois la montagne, la mer, Tout. le Sahara avec des multiples types de Sahara. Et Ce pays, c'est hallucinant ce pays. En fait, en quelques heures de voiture, on passe d'un univers à l'autre, de toutes les formes de désert, des côtes magnifiques, les montagnes, la neige. Enfin, ce pays, il est absolument fabuleux. Oui, mais oui, je crois que Tarit, ce serait peut-être là. Si me dit il y a un endroit, c'est d'aller voir les étoiles de Tarit. merci beaucoup, professeur Yasmine Belkaïd, à la fois pour nous avoir permis de nous parler entre nous. Nous avons beaucoup de points communs. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de l'Institut Pasteur. Moi, je suis recteur de la Mosquée de Paris. Et en même temps, voilà, il y a de nombreux points communs dans une Algérie qui, aujourd'hui, se trouve confrontée à des situations un peu particulières. Mais je crois qu'il était bon de vous écouter. Ça nous a fait plaisir, en tout cas, moi personnellement, parce que quand je vois également cette Algérie que j'aime. Mais en même temps, l'Algérie qui n'est pas recroquevillée sur elle-même, qui Mhm. est ouverte à l'autre. Parce que ça aussi, je crois qu'on doit le dire, Oui, les Algériens sont ouverts oui, sur l'extérieur, ils sont curieux. très curieux. Et ça, c'est une particularité. Moi, je me rappelle de mes parents qui tout le temps étaient... et à l'époque, moi, je me rappelle quand on n'avait qu'une chaîne de télévision, hein, c'était la chaîne algérienne. On était tout le temps en train d'essayer d'avoir les chaînes françaises. Quand on a eu les chaînes françaises, on cherchait les autres chaînes. On était tout le temps à la recherche de l'information, de savoir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Mhm. Et je crois que c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui en vous. Merci beaucoup, Yasmine. Un très Merci de grand vous merci. être prêtée à ce jeu. Et voilà, donc à très bientôt. Bon vent à vous. Je vous souhaite pas d'aller à Tarit parce que, pour le moment, mais retourner à Tlemcen, Oui. pouvoir aller marcher sur, je dirais, votre jeunesse, vos souvenirs qui sont importants. Merci beaucoup, Yasmine. Très grand merci.